Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Alors, aujourd'hui, on s'attaque aux matériaux. Mais d'abord, petit point théorique. En 3D, on utilise quelque chose qu'on appelle des normales. Une normale, en gros, c'est un outil mathématique qui dit dans quelle direction pointe une surface. En temps normal, on a deux types de normales, les normales de face et les normales de vertex. Une normale de face, c'est quand toute la face va n'avoir qu'une seule normale. Notre objet va avoir un look qui est très facetté, un peu comme ce qu'on a à l'écran en ce moment. Quand on utilise des normales de vertex, en revanche, chaque face va avoir autant de normales qu'elle a de vertex. On va alors utiliser un dégradé entre les différentes valeurs d'éclairage pour avoir un look plus smooth. Dans Blender, pour passer d'un à l'autre, on va utiliser le menu Objet et on a Shade Smooth pour passer au normal de vertex, Shade Flat pour passer au normal de face, et si on veut utiliser un mix des deux, on a le Shade Auto Smooth qui est juste ici. Dans des temps immémoriaux, les années 90, on avait seulement les normales pour décider comment qu'un objet était éclairé. Si une face pointait directement en direction d'une lumière, elle était 100% éclairée. Si, en revanche, elle pointait dans la direction exactement opposée, eh bien, elle était 100% dans l'ombre. Ça, c'est ce qu'on appelle le Gouraud Shading. C'est ce qu'on utilisait, entre autres, à l'époque de la N64. Ah, Ocarina of Time. C'est vrai que de nos jours, on a aussi le Ray Tracing, mais les normales font également partie de notre boîte à outils. Pourquoi je parlais de ça, moi? Ah oui, le shading. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous présenter tous les matériaux les uns après les autres. Ce serait un petit peu long et un petit peu plat. À la place, je vais présenter des concepts bien précis en utilisant les matériaux que j'ai faits. Je vais quand même vous afficher mes shaders en plein écran si jamais vous voulez les reproduire à l'identique. Alors pour le premier concept, je vais vous parler de Weighted Normal. Et pour vous le présenter, je vais utiliser le petit gicleur anti-incendie qui est juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, on est en Shade Flat. Il y en a beaucoup qui vont se contenter de passer en Shade Smooth et ils vont pas aller plus loin. Cependant, si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artefacts indésirables, surtout dans les endroits réflectifs. Une façon de corriger la situation serait simplement de rajouter plus de géométrie et d'augmenter ainsi le nombre de normales que contient notre objet. Cependant, ce serait pas pratique pour optimiser notre scène pour un jeu vidéo ou pour avoir des rendus plus rapides. Donc, à la place, ce qu'on va utiliser, c'est un outil qui s'appelle les Weighted Normals. Pour les activer, on va passer dans l'onglet Modifiers, juste ici, et on va rajouter un nouveau modificateur qui s'appelle Weighted Normals. Ouais, je sais, c'est un petit peu évident, mais il fallait le dire. Et juste pour vous montrer la différence, on va passer d'avant après. Déjà, je crois que vous voyez la différence entre les deux. Donc, la première étape pour avoir un bon shading sur notre scène, parce que ça ne tente pas nécessairement de tout subdiviser, eh bien, on va aller rajouter ce modificateur-là à tous nos objets. Rassurez-vous, ce ne sera pas si long que ça parce qu'il y a une technique très simple que vous pouvez utiliser. En effet, si vous sélectionnez tous vos objets et que vous terminez avec votre gicleur sur lequel on a rajouté notre Weighted Normal, on peut faire CTRL-L et choisir Copy Modifiers, juste ici. Et maintenant, chacun de nos objets a des Weighted Normals. Ok, c'est super d'avoir un shading qui est légèrement meilleur, mais ce serait peut-être bien d'avoir aussi des matériaux sur nos objets. On va donc commencer par s'attaquer au mur des backrooms. Pour les murs, on a trois matériaux. On a oui la fameuse tapisserie iconique des backrooms, mais on a aussi les plinthes et les rails pour le plafond suspendu. Bon, rassurez-vous, on va pas voir le matériel au complet, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude avec les matériaux procéduraux. Cependant, il y a un concept dont je vous ai jamais parlé, le triplanar. Le triplanar, c'est simplement de projeter sa texture à travers trois axes, le X, le Y et le Z. Et ce qui va faire qu'on utilise l'une ou l'autre de ces projections, c'est l'angle de nos faces. Donc, si ça ne vous tente pas d'avoir toutes mes explications sur le triplanar, en gros, voici le script que j'ai utilisé. Vous avez la projection triplanar qui est juste ici. Et vous avez les textures que j'utilise pour générer ma tapisserie de backroom qui sont juste ici. J'en profite aussi pour vous rappeler que tous les fichiers que j'ai utilisés sont disponibles pour téléchargement en lien dans la description. Donc, première surprise, vous remarquerez qu'on commence par une projection en objet, mais cette fois-ci, je viens choisir un autre objet, un empty.003. Oui, en effet, on peut choisir un autre objet pour projeter des textures. Dans ce cas-ci, c'est le nœud qu'il y a juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est lui qui contrôle la position de chacune de mes textures. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, ma texture ne va pas recommencer à zéro à chaque fois que j'utilise un nouveau module. Je vais donc avoir une continuité de texture d'un module à l'autre. C'est excessivement pratique. L'autre élément dont je vais avoir besoin, c'est un node de géométrie. D'ailleurs, par rapport aux nodes de géométrie, vous avez le choix entre le Normal et le True Normal. Je vais juste prendre une petite seconde pour vous expliquer la différence entre les deux.
Le normal, en gros, il va prendre en considération toutes les modifications qu'a subies votre surface. Ça inclut les normal maps, mais aussi les weighted normals. Le true normal de son côté, ce sera les normales originales de votre objet en flat shading. Vous comprendrez donc que celui qu'on veut utiliser, c'est bien le normal. Donc, une fois que vous avez récupéré les normales de votre objet, vous les séparez en X, Y et Z, et c'est ça qui va nous servir de masque pour les différentes projections de notre objet. Cependant, on a une petite manipulation à faire. Par exemple, en ce moment, j'ai récupéré le X de mon Separate X, Y, Z, et si je vais voir de l'autre côté, bah tout est noir. C'est simplement parce que mes normales vont pas juste dans le positif, elles vont aussi dans le négatif. Donc ici, c'est pas simplement noir, mes couleurs sont en négatif. Autrement dit, j'ai littéralement -1 en termes de valeur de couleur ici. C'est pas pratique. On va donc utiliser un note de mathématiques, ben oui, encore des maths, et on va le régler en absolute. En gros, ce qu'il fait, c'est simplement de prendre toutes les valeurs négatives et y remet en positif. Ça va nous permettre de partir de notre résultat qu'on a à l'écran ici à celui-ci. Donc juste avec ça, on va pouvoir avoir notre triplanaire, on va avoir notre masque pour le X, pour le Y. Bon, le Z, on ne l'utilisera pas vraiment dans notre projection parce qu'on ne voit pas le haut ni le bas de nos murs, mais c'est bon à savoir qu'il existe. On sait très bien, on a nos masques qui sont générés par nos normales, on a notre mapping qui est généré par notre nul. Cependant, comment est-ce qu'on fait pour orienter nos projections? Alors, c'est très simple. On commence par un texture coordinate, on récupère ses valeurs en objet et on se base sur notre empty.003. Cette partie-ci, on y reviendra un peu plus tard, c'est simplement le mapping global de ma texture, c'est pas mon triplanar. Mon triplanar commence ici, avec ces deux mappings-là. C'est ça qui va me permettre d'orienter mes textures. Je vous explique. Donc, par défaut, mes textures vont être projetées en Z. Autrement dit, c'est seulement le haut de mon mur qui va avoir des textures normales. C'est bien, mais c'est pas particulièrement pratique. En utilisant mes mappings, on peut donc réorienter ma texture pour la replacer dans la bonne direction. Il ne me reste qu'à trouver les bonnes valeurs pour réorienter ma texture pour chacun de mes murs. Bon, c'est super chouette, mais comment je fais maintenant pour remettre tous mes mappings dans un seul vecteur? Eh bien, on a un nouvel outil dans Blender 4.5. En effet, on a le Mix Color qui maintenant peut passer de Color à Vector. Et maintenant, je peux passer d'un vecteur à l'autre en utilisant un facteur, c'est-à-dire un masque. Ça veut dire que si je récupère mes masques que j'ai générés juste ici, eh bien, je peux choisir dans quelle orientation chacune de mes textures va être placée. Je vais donc brancher le tout en utilisant un mix. Je vais choisir le mapping qui correspond à ce dont j'ai besoin et je vais brancher le tout simplement dans mes textures, ce qui va me donner ceci. Maintenant, pour mapper ma texture sur mon objet, j'ai commencé par un mapping qui me permet d'ajuster la taille globale de ma texture. Et pour le deuxième mapping qui est juste ici, c'est l'ajustement fin pour placer ma texture de façon excessivement précise. Vous remarquez que juste ici, j'ai un node mathématique qui divise une valeur par 100. Ça me permet simplement de rentrer une valeur excessivement précise quant au scale de ma texture. Dans les faits, c'était juste pour ajuster la répétition de ma texture pour qu'elle coïncide exactement au cime de ma tapisserie. Bon, dans les faits, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste moi qui ai poussé ça un petit peu trop loin comme d'habitude. Il y en a peut-être qui vont me demander pourquoi j'ai pas mis de Z dans mon triplanaire. Eh bien, c'est simplement parce que la projection par défaut, c'est en Z, donc j'ai pas besoin de la refaire. Si jamais c'est encore un peu flou, rassurez-vous, vous n'avez qu'à reproduire ceci et vous aurez un triplanaire réussi à tous les coups. Si vous voulez pousser votre tapisserie un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser cette partie-ci de mon shader. Dans le premier encadré, j'utilise des textures de briques pour générer des signes de tapisserie. À cette étape, assurez-vous simplement d'utiliser le FAC de vos textures. Et au passage, assurez-vous de toujours utiliser les mêmes valeurs pour chacun de vos paramètres. Le deuxième encadré me permet de générer une texture rouge et verte. En séparant le rouge et le vert, ça me permet d'avoir deux maps différentes. Le vert génère un offset aléatoire d'une texture de Voronoi, ce qui me donne une variation pour chacune des plaques de tapisserie. Et le rouge me permet de changer l'intensité de mon Voronoi. Et en le branchant dans un BOM, ça me permet de générer une normal map beaucoup plus riche pour ma tapisserie. Si vous regardez au bas de mon shader, vous remarquerez que j'ai également un AOV spécialement fait pour générer de l'Ambient Occlusion. Je ne sais pas si c'est moi, mais l'Ambient Occlusion, dans les endroits clos dans Blender, ça donne des résultats pour le moins aléatoires. Par conséquent, j'ai décidé de faire moi-même un AOV d'Ambient Occlusion, et c'est ça que je vais faire dans chacun de mes shaders. Ça peut avoir l'air un petit peu lourd, cependant ça me donne certains avantages. 1. Cet AOV-là va être denoisé. C'est quand même très pratique. 2. Ça me permet de désactiver complètement l'Ambient Occlusion sur certains shaders.
Par exemple, les matériaux transparents et les matériaux lumineux. La seule chose qui est particulièrement importante pour chacun de vos AOV, c'est d'aller récupérer la normale de chacun de vos shaders. Non, vous allez perdre des détails dans votre ambient occlusion. Et ça, c'est pas bon. Et finalement, ça me permet de changer la distance maximale de mon ambient occlusion avec la valeur qui est juste ici. Petit truc en passant, si vous voulez pouvoir changer les valeurs de chacun de vos ambient occlusion, vous pouvez aller dans l'onglet Scène, juste ici, et vous pouvez vous créer un Custom Properties, juste ici. Dans ce cas-ci, on va changer ses paramètres. On va commencer par dire qu'il s'appelle Ambient Occlusion. Voilà. Et on va lui donner une valeur minimale de 0 et maximale de 10, par exemple. OK. Et maintenant, je peux utiliser ceci comme driver, copy as new driver, et aller le coller directement ici. Et si je fais ça dans chacun de mes shaders, je vais pouvoir changer tous mes ambient occlusion avec une seule valeur qui se trouve ici. Évidemment, il y aurait beaucoup plus à dire sur ce shader-là. Cependant, si vous voulez le reproduire à l'identique, je vous l'affiche présentement en plein écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin ou à télécharger ma scène qui est disponible en lien dans la description. Pour les rails du plafond, je me suis pas compliqué la vie, j'ai simplement utilisé un noise texture qui me permet de donner un petit peu de variété dans ma base color. J'ai également rajouté mon AOV d'ambient occlusion juste ici. Pour les planes, j'ai utilisé exactement la même méthode que pour les rails du plafond. La seule différence, c'est que j'ai rajouté ce node-là qui me permet d'avoir un petit peu de variation dans ma roughness. J'ai également rajouté une extension à mon shader qui permet de générer de la poussière de façon procédurale. Cependant, on a déjà vu comment faire ça ensemble, je vous mets un lien en description. Vous remarquez qu'ici, j'ai pas connecté ma normale à mon ambient occlusion, simplement parce que la poussière, c'est relativement transparent et je voulais pas que ça influence mon ambient occlusion. Après ça, c'est juste une question de préférence personnelle. Si ça vous tente d'essayer, n'hésitez pas, ça devrait marcher quand même. Je prends un petit instant pour vous expliquer un détail important sur le plafond. Bien que tous mes matériaux soient procéduraux, y compris mon luminaire qui est juste ici, j'ai rajouté juste en dessous une Area Light. Ça va permettre d'avoir beaucoup plus de liberté sur la luminosité du shader sans avoir à l'exagérer pour qu'il émette réellement de la lumière. En gros, ça va juste me permettre d'avoir des meilleurs rendus. Maintenant, pour le reste des matériaux, je vous cacherai pas que la plupart ont rien de particulièrement novateur. En fait, ce sont simplement des matériaux procéduraux et je crois pas pouvoir vous apprendre grand chose de plus qu'avec les vidéos que j'ai déjà faites. Je vais cependant prendre un instant pour vous les afficher en plein écran si jamais vous voulez les reproduire. Je vous rappelle toutefois que vous pouvez également télécharger ma scène et les matériaux en lien en description. Et voilà, avec tout ça, on a terminé le shading de tous nos modules. Il ne reste qu'à assembler le tout. Et c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.